Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nous jetons et gaspillons énormément. On parle de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est la journée mondiale. Reportage au cœur de la logistique des Restos du Cœur dans un instant. Les autres titres, Jean-Philippe. Je fais ce que j'ai dit. Message du président Macron hier soir pour sa première interview télévisée, 5 mois après le début de son mandat. Nous irons notamment à Grigny dans l'Essonne, où les jeunes n'ont pas été vraiment convaincus par le discours du chef de l'État. Un système bonus-malus pour lutter contre les emplois précaires, c'est-à-dire dans le journal des Échos. Daniel Fortin sera avec nous. Et puis les législatives en Autriche, victoire de la droite et de l'extrême droite. Ce sera l'enquête du 8h. Et 8h15, notre invité sera le chef de file des députés de La République En Marche, Richard Ferrand. On commence par ce chiffre, 20 kilos par an et par personne. 20 kilos, c'est le poids du gaspillage alimentaire en France. Et le tiers concerne des produits que l'on jette encore emballés. Des yaourts ou du jambon, par exemple. Si vous ajoutez la grande distribution et la restauration, cela nous donne 4 millions de tonnes de déchets supplémentaires. C'est donc la journée mondiale de lutte contre le gaspillage. L'occasion de faire un premier bilan de la loi Garot, mise en place il y a 1 an et demi. Elle oblige les moyennes et les grandes surfaces à donner les invendus aux associations alimentaires. Sur le papier, c'est très bien, mais cela pose concrètement de gros problèmes de logistique. Reportage de Laure d'Autriche. Les Restos du Cœur reçoivent 23 000 tonnes de nourriture par an. Aujourd'hui, c'est un tiers de plus qu'il y a 2 ans. Mais le problème reste logistique. L'association doit refuser des produits donnés par les grandes surfaces parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter suffisamment de camions frigorifiques, explique Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur. Ce serait une quarantaine de camionnettes dont on aurait besoin sur toute la France. Une camionnette frigo, c'est en gros de l'ordre de 25 000 €. C'est un investissement important. Ce sont rarement les grandes et moyennes surfaces qui assurent cet investissement. De leur côté, les magasins recrutent de plus en plus de coachs anti-gaspillage pour innover, précise Émilie Tafournel à la FCD, l'organisme qui regroupe les enseignes de la grande distribution. On s'est rendu compte qu'un fruit et légume un petit peu abîmé pouvait très bien être cuisiné pour pouvoir en faire bénéficier les associations. Donc on a beaucoup d'actions tests qui sont mises en place par les enseignes pour essayer de valoriser, de retransformer les produits au bénéfice des associations. Il y a aussi de gros efforts à faire sur la qualité des aliments qui nous sont donnés, ajoutent plusieurs associations. Les grandes surfaces proposent souvent des produits avec des dates trop courtes, à la limite de la péremption. Laure d'Autriche. Emmanuel Macron assume le fond et la forme. Première interview télévisée du président hier soir sur TF1. Le chef de l'État est revenu notamment sur l'attentat de Marseille, la remise en liberté de l'homme qui avait ensuite poignardé 2 jeunes femmes à la gare Saint-Charles. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Dès les prochains jours, prendront ces dispositions d'organisation, mais ça veut dire aussi qu'on doit être plus efficace dans nos politiques de reconduite. On a des relations avec les pays d'origine qui ne sont pas satisfaisantes et donc ils n'acceptent pas qu'on leur renvoie celles et ceux qui sont dans ces situations. Et donc depuis plusieurs semaines, j'ai demandé au ministre de conclure des accords bilatéraux, il est en train de le faire, et d'être beaucoup plus exigeant sur ce point. Emmanuel Macron veut donc expulser les étrangers en situation irrégulière coupables d'un acte délictueux, quel qu'il soit. La réponse ce matin de maître Stéphane Maugendre, avocat spécialisé dans le droit des étrangers. Le président, dit-il, ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Monsieur Macron raconte grosso modo de n'importe quoi. Les reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière qui ont commis un délit est possible. C'est du droit européen. Par contre, expulser des étrangers à raison seulement de leur acte délinquant, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà sanctionné la France pour ça, à raison de forte attache de la personne sur le territoire français, toute sa famille sur le territoire français, son épouse sur le territoire français. Le discours de M. Macron est en dehors de toute réalité. Un autre sujet brièvement abordé hier soir, les quartiers difficiles. Emmanuel Macron veut recevoir les maires concernés alors que se tiennent aujourd'hui les états généraux de la politique de la ville à Grigny dans l'Essonne. Grigny où se trouvait justement Martin Fesneau hier soir. Il a suivi l'interview du président avec les habitants et les élus. C'est la télévision du maire qui diffuse l'interview. L'élu est assis à son bureau, sur des chaises devant l'écran, plusieurs responsables associatifs. D'abord attentifs, puis sceptiques quand Macron parle des apprentis. Là, je ne comprends pas. On encourage l'apprentissage, oui, mais déjà, il faut qu'il y ait des patrons qui veuillent nous prendre. Le fait de venir de Grigny, c'est problématique. Diarra sourit quand le président évoque enfin, dit-elle, au bout d'1 heure, les quartiers populaires. Les quartiers les plus difficiles. Ça lui a pris 2 minutes
de parler de nous, mais bon, moi je ne me vois pas dans son débat. Le président parle chômage, formation, mais ne répond pas à nos préoccupations, s'inquiète Lamine Camara du collectif Fraternité. Ça ne l'intéresse pas. Ici, nous, on ne se bat pour le contrat d'alternance, avoir des enseignants. C'est ça, la réalité de notre quotidien. Et c'est la fin de l'interview télévisée. Le maire Philippe Rio n'écoutait plus, il pianote sur son portable. Ça ne nous parle pas, ce n'est pas notre vie. On a beaucoup parlé des inégalités lorsqu'il fallait expliquer la suppression de l'ISF et que lorsqu'on parlait des inégalités, notamment dans les quartiers populaires, on a entendu la colère des maires et on sera attentif. Je trouve tout ça très déséquilibré. Sa colère à lui concerne la baisse des dotations qui vont l'obliger, dit-il, à donner moins de subventions aux associations de sa ville. Reportage signé Martin Fenot. Europe 1, il est 8h05. Je vous le disais dans les titres, un système bonus-malus pour lutter contre les emplois précaires, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. C'est aussi une promesse d'Emmanuel Macron face à l'abus de CDD dans certaines entreprises. Vous nous dites que le plan est prêt, avec donc un bonus-malus. En quoi ça consiste ? Alors il s'agit tout simplement de moduler les cotisations que les entreprises payent à l'Unédic en fonction de leur comportement en termes d'embauche. Alors pour l'instant, elles payent toutes la même chose, un peu plus de 4% sur le salaire. Mais demain, celles qui font beaucoup de CDD paieront une cotisation plus chère qui pourrait aller jusqu'à 10%, un malus donc. Par contre, celles qui font plus d'embauches en CDI auront droit à un bonus et leur cotisation pourrait descendre jusqu'à 2%. Je rappelle qu'aujourd'hui, 87% des nouvelles embauches en France se font en CDD. Est-ce qu'on est sûr, Daniel, que ce nouveau système aura de l'impact, qu'il était efficace pour l'emploi ? Alors oui, il existe aux États-Unis et il a clairement été montré que plus les entreprises payent des cotisations élevées pour les contrats courts, moins elles utilisent de CDD, mais surtout, elles continuent malgré tout à embaucher. Maintenant, toute la difficulté est de bien calibrer cette réforme. On sait par exemple que certains secteurs comme la restauration ou l'hôtellerie utilisent par nature beaucoup de contrats saisonniers, donc ce serait absurde de trop les pénaliser. C'est ce que font valoir les représentants du patronat qui, il faut le dire, ne sont pas franchement ravis de cette réforme. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Contre le harcèlement sexuel, un mouvement qui a pris de l'ampleur ce week-end sur les réseaux sociaux. Oui, un appel à témoigner avec une expression clé, le hashtag balance ton porc. En quelques heures, le sujet est devenu l'un des plus commentés avec des milliers de messages de femmes. L'occasion ce matin de dire aussi qu'il existe des recours dans le monde de l'entreprise. C'est notamment le message de Marie Peuzet. Elle est docteure en psychologie et ancienne experte judiciaire. À la tête d'un réseau de 130 consultations, cela s'appelle Souffrance et Travail partout en France. Toutes les femmes qui portent plainte perdent leur travail. Il faut que ce scandale s'arrête. Il faut que la peur et la honte changent de camp. Tout noter très précisément avec les heures, les témoins qui étaient là. Surtout ne pas rester seul. Il y en a d'autres probablement dans le même temps qui subissent ça dans l'entreprise. Il faut emporter l'affaire à l'extérieur, dans les consultations spécialisées, chez son médecin généraliste, à l'inspection du travail. Le médecin du travail peut surtout intervenir sans forcément citer la personne qui vient se plaindre, mais par exemple en allant faire une visite du poste, en proposant au chef d'entreprise une information sur le harcèlement sexuel. Le médecin du travail a des moyens plus ou moins détournés pour quand même intervenir. Jean-Philippe Ballas, c'était prévu la victoire de la droite et de l'extrême droite en Autriche. Le résultat des législatives avec le tout jeune et conservateur Sebastian Kurz, 31 ans, en passe de devenir le plus jeune dirigeant européen. C'est l'enquête du 8h. Nous sommes en ligne avec Rémi Baudsaron en Autriche. Kurz en tête, l'extrême droite 3e. Il faut dire, Rémi, que l'immigration était un thème central de la campagne en Autriche. Eh bien d'abord parce que l'Autriche est l'un des pays d'Europe qui proportionnellement a accueilli le plus de réfugiés depuis 2 ans. 90 000, c'est plus d'1% de sa population. C'est comme si la France en avait reçu 700 000. On imagine que l'extrême droite a joué sur le registre des peurs. La peur économique d'abord ? Oui, la croissance est forte, le chômage est bas, mais beaucoup d'Autrichiens modestes ont l'impression d'être moins bien traités que les réfugiés. C'est le cas de Walter, sympathisant du FPE, le parti d'extrême droite. Nous, les contribuables, on travaille dur, on paye beaucoup d'impôts, mais ça ne profite pas à nos enfants, ça profite aux migrants. S'il y a trop de migrants, notre système social va imploser. Alors oui, l'Autriche est en danger. Et Kurz a bien entendu cette peur, il veut diviser par 2 le montant de l'allocation versée aux réfugiés. La deuxième peur, elle est liée à la sécurité. Certains disent qu'on ne peut plus se promener en sécurité la nuit en Autriche, surtout si on est une femme. Il faut rappeler qu'il y a eu des agressions sexuelles ici aussi lors de la Saint-Sylvestre 2015, à Innsbruck, à Salzbourg, et ça a été un point de bascule pour une partie de l'opinion. Et puis Rémi, il y a aussi une peur propre à l'Autriche, c'est la peur autour de l'identité.
Oui, cette identité serait menacée, une peur irrationnelle selon Katia Teichert qui dirige une association de soutien aux réfugiés. Ces réfugiés viennent souvent de la classe moyenne de leur pays. Ils apprennent l'allemand sans problème et relativement vite. Et ils sont moins nombreux que ceux qui fuyaient la guerre de Yougoslavie à l'époque. Ce ne sont pas ces quelques milliers de réfugiés qui vont changer notre culture millénaire. Mais en fait, c'est plutôt un rejet de l'islam qui s'exprime chez certains. Un Autrichien sur 3 dit ne pas vouloir d'un musulman comme voisin. Et Kurz veut, par exemple, fermer les jardins d'enfants musulmans qui formeraient une société parallèle. C'est l'une des propositions qui ont fait son succès. L'enquête du 8h signée ce matin, Rémi Botsaron. Le bilan s'alourdit en Somalie après l'attentat qui a frappé la capitale Mogadiscio. 276 morts, 300 blessés dans l'explosion d'un camion piégé. Toujours pas de revendication. Et puis Madrid lui a donné jusqu'à ce matin pour clarifier sa position. Carles Puigdemont sommet de dire si oui ou non il déclare l'indépendance de la Catalogne après son discours ambigu de la semaine dernière. Europe 1, 8h12. En France, le procès d'Abdelkader Merah entre dans sa 3e semaine. Le frère de Mohamed Merah, accusé d'avoir été son mentor. Les prochains jours s'annoncent particulièrement difficiles. Les parties civiles ont demandé la diffusion des vidéos tournées par la caméra GoPro de Mohamed Merah pendant ces tueries. Chloé Trion suit ce procès pour Europe 1. Ce sont des images qui feront évidemment froid dans le dos. Des vidéos prises par le tueur au scooter lors de chacun de ses crimes. Des scènes ultra-violentes, les derniers instants des victimes que les familles souhaitent faire visionner dans la salle d'audience. Si la demande est acceptée, certains parents sortiront de la salle, mais pas Naoufal, le frère du soldat Imad Ibdiaten, qui a refusé de s'allonger sur le sol face au tueur. C'est sûr, de nous infliger ça, ça va nous mettre un coup de couteau en plus. Mais que voulez-vous, il faut affronter la chose parce qu'il a laissé un message. C'est lui le seul qui est resté debout, n'a pas voulu se mettre à genoux. Donc j'ai besoin, moi, de savoir, d'écouter, de voir pour comprendre. Ces vidéos de moins d'1 minute pour chaque crime, que ce soit pour la mort des soldats ou celle des enfants à l'école juive de Toulouse, présentent selon les avocats des parties civiles un intérêt pour l'accusation, car ces derniers entendent démontrer la détermination du tueur, son degré d'entraînement et par là même l'influence de son frère accusé aujourd'hui de complicité. Chloé Triomphe. Et maintenant une façon très concrète de mesurer et visualiser la pollution grâce à un capteur et une appli sur votre téléphone portable. Le test vient d'être mené à Grenoble. Jean-Luc Boujon. Alors ce capteur, c'est un petit boîtier noir couplé à un smartphone. Donc sur votre écran, vous voyez très vite s'il est repollué. Petite démonstration avec un simple bâton d'encens qu'on fait brûler. On voit effectivement que les niveaux sont en train de monter de manière extrêmement rapide. On était à 4 et là, sur les particules fines, on est pratiquement à 20. Donc on a fait x5 en quelques secondes. Passons à l'extérieur. On se doute que les taux de particules fines explosent près des grands axes routiers. Mais on découvre aussi certaines choses, explique Dominique, l'un des 30 Grenoblois qui ont participé à l'expérimentation. Je devais aller dans le Vercors, donc je pars de Grenoble. C'était un pic de pollution maximum, le capteur était dans le rouge. Plus je montais, plus la qualité de l'air augmentait. Et puis quelques centaines de mètres plus loin, je regarde le capteur, il était redevenu rouge. Je me dis mais comment c'est possible? Et puis j'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'à côté de moi, il y avait 2 ou 3 cheminées qui fumaient. Et qu'en fait, dans ce hameau, à cause des fumées de cheminées, l'air était comme dans Grenoble, au même moment au niveau particules fines. C'était vraiment très impactant au niveau des feux de cheminée. En fait, selon Camille Rieux de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui a eu l'idée de ces capteurs, rien ne remplace de faire l'expérience par soi-même. Il semble qu'il y ait plus d'efficacité de le comprendre par l'expérience que quand c'est quelqu'un qui vous l'explique de manière théorique. Voilà, et c'est ainsi qu'on parvient à changer ses habitudes pour moins polluer autour de soi. Et puis du football, 3 partout hier soir entre Marseille et Strasbourg. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.